Au cœur de l'actualité, puisque nous sommes pieds et poings liés dans l'opération Alpha, ce grand audit qui concerne justement les personnels de l'État. On va essayer de savoir pourquoi en 2025, on a 20 000 employés de l'État qui déclarent chacun pas moins de 10 enfants. C'est une situation assez ubuesque qui amène justement les responsables en charge du ministère des Finances à réagir et à lancer donc ce grand audit qui va concerner tous les secteurs, tous les employés de l'État. On va voir de près et de clair justement sur ces enfants-là qui sont alignés ici et là, puisque les chiffres font désormais peur. On parle de 38 milliards de francs CFA, excusez du peu, par an. On parle de 4% du budget solde de l'État qui est consommé justement par ces enfants alignés de façon assez insidieuse. Autre actualité, celle-là qui nous amènera justement du côté de la présidence de la République avec ce départ pour un court séjour privé du chef de l'État Paul Biya qui justement a quitté Yaoundé. C'était aux encablures de 18h hier. Un court séjour privé qui interroge et interpelle tant on sait l'ambiance qui est celle du Cameroun aujourd'hui avec ce remaniement ministériel annoncé mais pas encore opérationnel avec ce poste de vice-président non pourvu. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours, dans les prochaines heures ou dans les prochaines semaines à du mouvement? De quelle ampleur pourrait être ce mouvement lorsque l'on sait que très souvent lorsque le président rentre de voyage, c'est à ce moment-là que les lignes bougent. Ce soir, le plateau du Grand Soir va donc s'intéresser justement à ce départ annoncé, ou alors à ce départ hors du Cameroun du président Paul Biya. Lorsque je l'ai dit, je prends très rapidement le break, je reviens tout de suite après pour la revue de presse avec Romaric Wafeu. A tout de suite. Je l'ai annoncé, Romaric Wafeu est là pour justement Conseil supérieur de la magistrature, une institution clé de l'organisation judiciaire. Et puisqu'on parle des questions de vice-présidence, l'indépendant n'est pas en reste. La machine qui s'affole, le journal s'interroge donc dans sa parution de ce lundi sur la création d'un poste de vice-président qu'il décrit comme un nouveau rouage dans les jeux de pouvoir au sommet de l'État. Voilà l'actualité majeure à retrouver effectivement au sein de ce journal dans sa parution. Georges Alombo Yomo, quant à lui, ouvre ses fenêtres quant à la fuite des épreuves, le DCI qui est inondé. C'est la grande une de ce journal, le journal qui alerte sur les fuites d'épreuves du General Certificate of Education, un scandale qui ébranle la crédibilité des examens. La nouvelle expression par contre fait allusion à la fuite massive des sujets des épreuves du DCI qui sont reportés suite à une fuite massive des sujets justement sur les réseaux sociaux. Le ministère des enseignements secondaires qui a reporté certaines épreuves justement qui seront prévues pour le 22 juin 2026 afin de préserver l'équité entre candidats. Actualité majeure traitée en page 3 du journal La Nouvelle Expression dans sa parution de ce jour. L'œil du Sahel nous conduit tout droit dans la ville de Marois avec 4 morts dans un accident de la route. Du côté de Marois, c'est une sortie de route meurtrière qui endeuille dans la région et
et relance véritablement la question de la sécurité routière sur les axes donc de la région du nord du Cameroun. Le témoin, puisque vous en parlez, Stéphane Barga, en thématique centrale, revient justement sur les faits de société ahurissants, scandaleux, à la limite, un audit du fichier solde qui révèle 83 enfants fictifs inscrits sur un seul bulletin de paye. Le ministre de la fonction publique qui annonce révocation, remboursement et poursuite pénale contre les fraudeurs. C'est l'actualité majeure traitée effectivement par Francis Bonga dans sa publication de ce jour. Le quotidien de Jules Brice Ngaba n'est pas en reste quant à cette actualité du côté de l'administration. La traque des allocations indues. Le gouvernement qui intensifie la lutte contre les irrégularités dans le paiement des allocations familiales avec des sanctions qui sont annoncées contre les fraudeurs identifiés lors de l'audit du fichier solde. La nouvelle du Cameroun avec Joyce Dorcas Egoua qui revient sur cette traque des enfants fictifs. L'audit des allocations familiales qui révèle dans des déclarations frauduleuses massives. Le ministre de la fonction publique qui promet des sanctions sévères pour assainir la gestion des prestations sociales. La nouvelle quant à lui, Stéphane Barga, ouvre effectivement sa rubrique quant à la Société immobilière du Cameroun 2040 avec le docteur Hamadou Sardaouna qui dévoile donc sa vision. C'est la grande une de ce journal de Jacques Blaise Vier. Dans son numéro de ce matin, le directeur général de cette Société immobilière du Cameroun qui présente son plan de développement incluant aussi le lancement des travaux de 110 logements sociaux du côté de Garoua comme levier pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale à l'horizon 2040. L'info à chaud de Delors, Magellan Kamse Kamgam parle de coopération avec la Côte d'Ivoire qui s'inspire de la chaire Access TIC du Cameroun, la chaire UNESCO camerounaise qui devient un modèle pour la sous-région, saluée pour son expertise en technologie et de l'information et de la communication. Econews de Pascal Dibamou nous déroule le tapis rouge quant à l'actualité économique de notre pays. Du côté des finances, l'Afrique qui s'accorde sur le principe de proportionnalité à Yaoundé, réunie dans sous l'égide de la CSBA et même de la BEAC, 21 émetteurs africains valident justement une réforme prudentielle pour adapter les normes de Bâle aux réalités locales et alléger les contraintes des banques intermédiaires. Quotidien également parle de l'offre qui chute sous les 10 000 tonnes, contraignant le Cameroun à importer face donc à l'épuisement des stocks nationaux. L'huile de palme, le gouvernement qui prévoit d'importer d'importants volumes au second semestre 2026 pour éviter effectivement une pénurie. Stéphane Barga, mesdames, messieurs, voilà pour ce qui constitue de la pertinence justement informationnelle à retrouver dans les journaux en kiosque parus en kiosque pour ce lundi. Je vous souhaite en tout cas de passer un excellent débat et à demain lorsqu'il sera 17h. Merci Romaric pour cette presse abondante. C'est un signe que dans les kiosques et même dans le milieu, les choses semblent reprendre avec beaucoup de vigueur. Alors, je ne vais pas vous poser la traditionnelle question. On va tout de suite, moi je vais choisir un aspect qui moi m'a parlé, m'a interpellé, c'est DCI reporté. Madame Abega, je commence par vous et je vous porte à l'attention de nos nombreux téléspectateurs. Plus besoin de préciser que vous êtes une femme politique et vous nous venez de l'UNDP, du président Belobo Maïgari. Bonsoir, bienvenue. Alors, réaction après ce report du DCI. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à présent. Je veux aussi préciser que je suis enseignante. Donc, lorsqu'on parle des questions d'éducation, ça m'interpelle. Je crois que cette situation de fuite des épreuves est devenue un rituel. Ce n'est pas la première fois et ça traduit l'expression de la pauvreté ambiante dans notre pays parce que il y a... La pauvreté justifie qu'on diffuse des épreuves sur les réseaux sociaux. Mais les solutions restent dans les casiers. Rien n'a été implémenté sur le terrain. Lorsqu'on va continuer avec l'impunité, et elle a parlé de la pauvreté, j'y adhère. C'est-à-dire que la précarité, je ne dis pas que parce qu'on est pauvre, parce qu'on a des salaires dérisoires, il faut, n'est-ce pas, brader les épreuves. Non! Il faut sanctionner. Oui. On devrait même traduire, n'est-ce pas, les auteurs et complices devant les tribunaux. C'est ça. Cette légèreté, ce semblant, n'est-ce pas, de sanction, c'est ça qui fait que le mal perdure, le mal se généralise.
Merci, Voilà. Michel Gabriel Chougem, autre acteur, observateur attentif de l'espace social, Franklin Sambou. Je me tourne vers vous, je vous dis d'abord bonsoir. La question pourrait être rituelle, mais on a l'impression qu'on avance en reculant selon la célèbre formule Bafia. On croyait la question de l'eau ou alors de la fuite des preuves au Cameroun réglée, je l'ai dit, mais on a l'impression que cette fois-ci, c'est quasiment un fleuve entier qui est porté comme ça à la connaissance des élèves avant épreuve. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui que le mal est consommé et que ce sont les élèves malheureusement qui payent le prix? Bonsoir Stéphane, bonsoir aux millions de téléspectateurs du Grand Soir, cette grande émission de formation. Je suis enseignant, professeur de lycée Histoire-Géographie, à mon actif 19 ans de service, comme j'enseigne. Et si aujourd'hui nous parlons des fuites des épreuves, c'est déjà un scandale moral pour les candidats. C'est samedi 6 juin, pour dire il y a aujourd'hui 48 heures, que Madame le Minesec a signé le report de l'examen. Ne regardons pas seulement, en dehors des enseignants et des élèves, c'est un manque à gagner pour l'État. Parce que les chargés des missions, tout cela qui de près ou de loin étaient impliqués dans l'examen, certains étaient à déployer à travers le territoire national, avant que le communiqué ne sorte samedi. Oui. Le baccalauréat de l'enseignement secondaire général, l'enseignement technique a débuté. Cette actualité qu'on pourrait qualifier de redondante, tant à chaque session, il y a ce fait divers qu'on peut même dans les rédactions déjà écrire, ces fuites d'eau, bon, ceux qui nous regardent du côté de Bamako, on croit qu'il s'agit de l'eau potable, mais ces fuites d'épreuves, de façon singulière, c'est la terminologie employée au Cameroun, c'est une répétition à laquelle on est habitué avec les mêmes déclarations des sectoriels, mais au fond, au fait, rien ne change. Les acteurs sont toujours les mêmes et continuent à essaimer malheureusement notre éducation. Il faudrait rappeler déjà à ceux qui nous suivent que c'est un phénomène qui n'est pas lié simplement au Cameroun. C'est un phénomène qui s'internationalise et qui est vieux comme le monde. Et en toile de fond, c'est la tricherie qui est au cœur de cette problématique doublée d'une corruption systémique qui s'endémise et qui prend des proportions inquiétantes autour de nous. Derrière cette actualité, il y a notre système éducatif qui nous démontre par la factualité qu'il est sous pression. Oui. Au-delà d'être sous pression, il est querellé, il est questionné. Qu'est-ce qui peut justifier un tel comportement venant surtout des responsables? Je citerai rapidement la digitalisation ambiante, parce que c'est avec beaucoup de facilité aujourd'hui que plusieurs épreuves peuvent circuler. La digitalisation qui était censée résoudre un problème. Oui, si cette digitalisation est mal contrôlée, si elle n'a pas de bons leviers, si c'est mal encadré, et nous savons, ce n'est pas juger le Cameroun que de dire que l'Afrique en général, le Cameroun en particulier, n'a pas été préparé à accueillir cette digitalisation. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de soucis à maîtriser, comment je peux dire, le contrôle de nos épreuves. Derrière, on va peut-être accuser les enseignants qui ont été clochardisés par le système et qui, derrière cette histoire, trouvent l'opportunité de se faire plein les poches. On n'est pas très loin d'une attitude de, permettez-moi, du sagat-sagat. C'est-à-dire qu'ils nous ont montré la route, et là-bas en haut, comme on dit au quartier, oui. Nous, ici en bas, on va se débrouiller à créer des leviers qui nous permettront de survivre. Cela ne justifie pas cette attitude. C'est pourquoi dans mes propos liminaires, j'ai commencé par condamner. Et il faut condamner à tue-tête et dénoncer ce phénomène. Je sortirai peut-être en interpellant les consciences à comprendre que le monde est devenu un petit village planétaire. Ce qui est mis en exergue ce que j'appellerais dans un néologisme la diplomite. Tout faire croire aux gens que dès que vous avez le diplôme, vous êtes systématiquement un grand.
Et je vois sur certains plateaux, beaucoup veulent justifier même leur grandeur, même quand l'épaisseur idéologique n'y est pas, même quand la rhétorique est faible. On veut rappeler à tout que je suis professeur. Je suis professeur, je suis docteur. C'est la course effrénée aussi vers le diplôme. Oui. Et dès qu'on a le diplôme, on calcule subitement acheter un concours. On ne s'en cache même plus. On en parle sur des tables avec des enfants, tu vois des adultes le faire. Moi, je dis tout simplement que tout notre système, y compris scolaire, notre système d'organisation d'examen, tout est querellé là, dans cette situation, tout est réquestionné et tout est à revoir dans les valeurs qui ont disparu. Il faudrait remettre en exergue le culte de la discipline, du travail bien fait. Les gens aujourd'hui veulent devenir sans d'abord être. Et dans le processus, on veut brouiller les cartes. Pour devenir, il y a un processus. Oui. Pour devenir tel ou X, il y a un processus. Et ce processus passe par la discipline, par le travail. Par l'éthique. Merci. L'éthique. Merci Thomas pour cet appel à plus de rectitude. Autre et dernière actrice politique sur ce plateau, Madame Fadimatou Mimche Bengono, qui aime bien sa casquette du RDPC. Nous lui disons bonsoir et surtout... Il le dit. Sortie de l'école. Sortie de l'école, sans prime de non-logement. Avec tout. Tout inclus. Même si c'est avec tout, on n'est pas loin du... On n'est pas loin du montant. Toujours est-il qu'il y en a qui gagnent moins. Les gens que vous singez, dont vous rêviez être, ils ne sont pas à 200 000 francs. Quand ils sortent de l'ENAM, ils sont sur le terrain. Il faut qu'on soit sérieux. Si l'enseignant s'arc-boute sur le fait qu'il a 239 000 et c'est peu, et qu'il peut se vassaliser au niveau de son élève, alors les enseignants sont en train de vous le prouver sur ce plateau. Et lorsqu'on parle des instituteurs, moi j'en suis une. Oui. Je ne vais pas dévoiler mon salaire sur ce plateau, mais ce qui est constant, lorsque vous êtes contractualisé, au départ, vous êtes dans les 150, 149 000 et poussières, et lorsque vous êtes intégré comme fonctionnaire, parce que ce qu'on ne vous dit pas aussi, les instituteurs qui sont contractualisés après 10 ans sont reversés à la fonction publique comme des fonctionnaires. Oui. Et ils sont classés en catégorie B1. Et la catégorie B1, lorsqu'il est à son premier salaire, c'est 213 000. Ce qui n'est pas rien. Donc c'est pour vous dire, le discours que certains tiennent sur ce plateau, quand nous voyons ce que gagnent certains infirmiers, et qui nous soignent. Ça veut dire que le syndicalisme nous a Il fait des cachotteries, il faudrait- nous a fait la vérité. Je vais revenir ici. Il faudrait que nous fassions également preuve. C'est pas, je me souviens une fois, lorsque le préfet convoquait les réunions, les enseignants avaient l'habitude de venir en jogging. Il leur a dit, messieurs, moi, quand je sors de l'ENAM, je gagne moins que vous. Mais je prends le soin de bien me mettre. Je ne voudrais plus voir les enseignants à mes réunions en jogging. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on accepte que les enseignants se clochardisent. Monsieur, si vous n'avez pas dit qu'il est enseignant, personne ne le saurait. Parce que les gens ont dessiné un stéréotype au point de faire peur aux gens de vouloir continuer le noble métier d'enseignant. Il faut qu'on fasse très attention. Merci. Lorsque je l'ai dit pour évacuer, je reviens maintenant sur les examens. Je voudrais saluer les efforts qui ont été faits cette année au niveau des examens BPC et baccalauréat. Je le dis parce que j'ai au moins sous la main des enfants qui ont présenté ces examens. Il n'y a pas eu le phénomène, ce que nous appelons ici l'eau. Mais Il y a eu des dispositions qui ont été prises parce que j'ai mon neveu qui fait le BPC. Il allait à l'école en babouche parce qu'on s'était retrouvé que ceux qui étaient en classe terminale, qui ont posé le baccalauréat, avaient réussi à mettre les téléphones dans les chaussettes. Ou bien sous les lamelles, on appelle ça quoi? Les semelles, les languettes des chaussures. Donc il y a eu des dispositions qui ont été prises pour permettre à ces enfants de mériter le papier qu'ils vont obtenir. Maintenant pour le GCE. Oui, on va dire c'est la tache noire qui vient malheureusement de la pauvreté. Encore? Oui. Je reviens sur la Elle pauvreté. persiste. La pauvreté est
le sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice. Parce que je vais me justifier pourquoi je parle de sentiment d'injustice. Les gens qui prennent cela pour option, c'est-à-dire fabriquer les fausses pièces pour allier les enfants, c'est parce qu'ils veulent vivre un certain mode de vie, ils veulent mener un certain mode de vie, mais ils n'y arrivent pas. Donc, nous sommes ici, là, dans un pays où on a coupé les salaires des Camerounais depuis 1992. On a encore coupé et ces salaires n'ont jamais été réajustés. Sous le prétexte de la dévaluation du franc CFA. Oui. Et quand on dévaluait le franc CFA et quand on coupait les salaires, le niveau de vie n'était pas celui que nous avons aujourd'hui. Le coût de la vie, je vais parler du coût de la vie, oui. Ce n'était pas celui que nous avons aujourd'hui. Entre-temps, qu'est-ce qui a été fait pour accompagner ces personnes? Déjà à l'époque, quand on coupait les salaires, les gens avaient les crédits à la banque, d'autres avaient les avances de solde au ministère des Finances, d'autres... Madame Abéga, on comprend l'exercice que le vôtre. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui aligne 83 enfants? Je vais donc dire ceci. C'est un recommande. Si quelqu'un a aligné 83 enfants, on ne peut pas découvrir quand il est déjà à 83 enfants, puisqu'il y a une législation qui fixe la barre à 6 enfants. Mais si, quand on aligne déjà ton 7e enfant sur le salaire, et se réveiller des années plus tard pour parler des milliards qui se sont volatilisés, ça veut dire qu'il y a une négligence de la part de ceux qui traitent ces actes. Et puis le problème n'est pas seulement ceux qui perçoivent. Le problème, c'est la longue chaîne qui valide le faux. Voilà. On commence par les actes de naissance parce que notre identité n'est pas déjà sécurisée. L'acte de naissance n'est pas sécurisé. Si les actes de naissance étaient sécurisés depuis la base, on saurait que voilà l'enfant de tel et il y aurait une traçabilité pour confronter les données qu'on apporte au niveau de la validation des allocations familiales. Il y a ces allocations familiales, à un moment, c'était à 1800 par enfant. Et puis, le président venait de signer un décret pour augmenter à 4500. Ce qui est déjà bien. Mais si les gens... Il faut faire attention à ce niveau. Écoutez, on dit souvent que c'est un grain de maïs pourri qui gâte tout d'un sac. Oui, donc il faut réagir comme je l'ai dit. Comme a dit Mme Abéga. Le problème part de quoi? De la légèreté. C'est-à-dire que le problème part du fait que on n'est pas prompt à sanctionner lorsqu'il y a erreur. C'est parfois une bûche d'allumettes qui crée un incendie dans un immeuble. Et c'est une bûche d'allumettes. Parce qu'on n'est pas vigilant, parce qu'on est passif, parce qu'on est amorphe, parce qu'on est timide, le laisser aller a fait pourrir la nation camerounaise. C'est ça le problème. Maintenant, Mme Abéga a parlé, et tout le monde le sait, qu'il y a eu coupure des salaires au Cameroun depuis 1992. Il y a eu diminution des salaires chez tous les fonctionnaires. Et de 92 à aujourd'hui, rien n'a été fait en termes d'augmentation. Vous voyez? Mais il y a quand même eu des mesures qui ont été prises. Des mesures, n'est-ce pas, qui ont été prises? Il y a des réajustements, mais on n'a pas atteint le niveau. C'est ça que je dis, Mme Abéga. Est-ce qu'on peut l'atteindre? C'est ça que je dis, Mme Abéga. Rien n'a été fait pour augmenter, pour remettre ces salaires, ne serait-ce qu'au niveau où ils étaient en 92. Et où les Camerounais vivaient un peu mieux. Or, entre-temps, tout a grimpé dans le marché. Tout a grimpé au marché. Ma femme vous chaque jour, je ne veux qu'augmenter de l'argent. Vous comprenez? Or, les salaires sont restés intacts. Oui. L'adage dit que rendez les hommes heureux, ils deviendront meilleurs. Donnez-leur les biens matériels, ils acquerront les biens moraux. J'ai dit dans mon propos liminaire que la pauvreté est là. La pauvreté est palpable. Mais elle ne justifie en aucun cas les détournements des fonds publics. Elle ne justifie pas la fraude de quelque manière que ce soit. Oui. La fraude est là parce que nos dirigeants au plus haut niveau ont laissé faire. C'est ça le problème, l'impunité. L'impunité qui pourrit ce pays. Merci. Vous comprenez? Je vous ai dit que le monsieur aux 83 enfants, c'est un enseignant. Ça veut dire que peut-être de votre côté... Et vous avez parlé dans votre propos liminaire de 38 milliards de pertes par an. Oui, vous voyez comment c'est énorme. Si à cela on veut ajouter, n'est-ce pas... 4% si à cela on veut associer, n'est-ce pas, les milliards, j'allais dire même j'allais dire environ les 180 milliards de pertes dans l'affaire Covid Gate.
Si à cela, on doit ajouter les 25 milliards dilapidés dans la construction fictive du barrage hydroélectrique de Mékine. Des milliards. Le Cameroun devait déjà être un pays riche. Merci. Merci. Mais la malgouvernance, la corruption et l'impunité ont pourri le pays. Merci, Michel Gabriel. Je me tourne vers vous, Franklin. Alors, il faut dire que l'opération qui est lancée aujourd'hui n'est pas une nouveauté, puisque l'opération Alpha succède à l'opération COP, qui, elle aussi, était censée assainir ces fichiers de l'État-là, était censée aussi réduire les irrégularités dans les fichiers des personnels de l'État, mais qui, malheureusement, n'a pas connu le succès escompté. Qu'est-ce qui fait croire, avec les mêmes acteurs, avec les mêmes réflexes, avec les mêmes dirigeants, avec le même personnel, qu'aujourd'hui, Alpha pourra réussir là où COP a échoué? Stéphane, ce que nous devons dire, les allocations familiales font partie des dossiers les plus costauds de la fonction publique. Oui. Ils sont nombreux. C'est-à-dire, s'il faut construire un dossier pour l'allocation familiale pour un enfant, c'est très lourd. Oui. Environ 11 pièces. Moi, nous avons construit pour nos enfants, on a mis dans le dossier. Si quelqu'un parvient à avoir 25, 35, 83 enfants, parce que il faut dire aux téléspectateurs, ça commence comment? Ça commence par la CNPS. 3 étapes. La CNPS vous délivre d'abord un document qui vous donne Qui atteste que on appelle ça l'attestation de non-paiement. L'attestation de non-paiement. Très bien. Quand vous prenez la pièce là, vous allez constituer la photocopie certifiée de l'acte de naissance de l'enfant, le certificat de vie de l'enfant, le certificat de vie individuel et collectif. Très de l'enfant, oui. Des enfants alignés. Oui. Vous allez faire le certificat de fonction de l'époux ou bien du père de l'enfant ou de la mère ou de l'enfant. Vous allez conclure tout un dossier que vous partez déposer à la préfecture, territorialement compétente. Pour obtenir l'arrêté préfectoral. Pour obtenir l'arrêté préfectoral. Oui. Quand vous obtenez l'arrêté préfectoral maintenant, vous construisez encore d'autres dossiers. Un autre dossier encore que vous partez dans votre ministère utilisateur. Oui. Donc c'est un schéma. Ça veut dire à ce niveau, Franklin, qu'on ne peut pas incriminer uniquement le ministère des Finances. Non, ça peut commencer à la mairie, à la préfecture, tout le monde peut être incriminé. Avec ce processus-là, nous avons beaucoup de collègues qui n'ont jamais aligné d'enfants, peut-être dans les 5 enfants, parce qu'ils trouvent cela... C'est fastidieux. Oui. Fastidieux. Oui. Or, par exemple, dans une buvette, j'ai rencontré des personnes qui causaient là, qui causaient là. Une jeune fille qui est au ministère de la Défense, qui travaille comme ça, qui a 26 ans, mais a 15 enfants alignés. À 26 ans 26 ans. 15 enfants alignés, je ne connais même 15 enfants alignés, mais le plus local, qui n'ont suivi aucune étape dans leur couloir qu'on peut dire au final, je ne sais où, on passe seulement qu'on peut dire tchouké, appelons ça tchouké, et puis les noms d'enfants. On va faire attention, le ministère de la Défense, peut-être ne se reconnaît pas dans cette jeune fille que vous décrivez ici. Je la connais pas, non, c'est dans leur commentaire, je la connais même pas. Oui, une employée de l'État. Vous voyez, disons comme ça. Vous voyez donc, si quelqu'un, de manière normale, voit seulement les étapes là, quels que soient les cas, il est difficile d'aligner 10 enfants. Ça, je le dis au regard de la procédure. Au regard de la procédure. Oui. Ça veut dire, comme on expliquait ici, c'est ceux qui valident. Si on valide 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, oui. 20, il faut se poser la question. Parce que lorsque vous faites 83 fois 4000, 4500, c'est beaucoup d'argent. Encore il y a le supplément familial de traitement. Oui. Donc un enfant revient pratiquement à 6500. Oui. Parce qu'est-ce qu'on appelle le supplément familial de traitement. Merci. Demande les gars, merci. 6500 fois 83 par mois. Déjà, je ne me ferai pas l'avocat de celui qui a 80 gosses. Parce que je m'avais dit que c'est possible. C'est possible d'être père de 80 enfants. Mon Dieu. On ne va pas tout de suite... Une même mère. Parce que c'est ce que le ministre dénonce aussi. Ça, c'est un rajout à l'information qui est important. Parce que si c'est une même mère,
à partir de ce moment, le bas blesse. Mais je voulais signaler simplement qu'on peut avoir 80, on peut avoir 100. Puisque le ministre a évoqué justement des anomalies statistiquement invraisemblables, des chiffres qui sont de l'ordinaire. Je n'avais pas cet élément de langage, ce détail. Maintenant que vous l'apportez, ça me permet quand même d'avancer. Okay. Je voulais simplement insister que ne stigmatisons pas sur ces détails. On peut avoir 10, 20, 30, 40, 50, 80 enfants. Avec plusieurs mères. Mais dès lors qu'on me donne l'information que j'étais une mère, nous comprenons que naturellement, ce n'est pas possible. Je voulais rebondir sur un détail entendu sur ce plateau. Oui. À savoir qu'on voulait justifier le fait que le fait d'avoir ligaturé ou bien coupé les salaires, cela a permis, n'est-ce pas, la gestation du phénomène des allocations fictives. Quand je questionne... Non, ce n'est pas ça qui a... Je vous arrête à ça. Non, ce n'est pas... Je n'ai pas dit que c'est ça. J'ai dit c'est ça qui a entraîné les gens à réfléchir sur comment arrondir les bouts. Ce n'est pas par rapport aux allocations. Madame, nous sommes en télévision et chaque phrase, chaque mot que vous prononcez a une valeur inestimable. On n'a pas coupé les salaires. J'arrive, s'il vous plaît. Je voulais simplement vous ramener dans une antériorité. Quand je parcours ce plateau, il y en a qui ont la cinquantaine. Oui. Et on sait que c'est un phénomène vieux comme le monde, le phénomène des allocations familiales. Et avant la coupure des salaires, c'est un phénomène qui a toujours existé. Trouver un autre argument pour adosser ou justifier le fait que les valeurs volent en éclat me pose, moi, un réel problème. Donc, si je vous avais mal compris, je retire mon propos. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre entre les lignes. Vous vouliez adosser un comportement dépravant au fait que les gens soient pauvres ou que, ou que la corruption a fait... Mais ça peut aussi s'expliquer, Thomas Bégard. Un homme qui a fait... Attendons-nous d'abord sur un détail, c'est que c'est un phénomène vieux. Oui. Il est vieux. Bien avant la coupure des salaires. La fraude est ancienne et longtemps tolérée. Il y a eu une certaine tolérance administrative. Quand les chiffres étaient acceptables, les yeux quand il y avait 7 enfants, quand il y avait 8. Les yeux dans les yeux, je peux regarder le grand frère ministre, M. Motazé. Oui. Ne nous leurrons pas. Nous tous, en tant que Camerounais, nous savons que c'est un phénomène qui existe et qui a toujours existé et qui pouvait passer facilement. Dans des proportions acceptables. C'est pourquoi je m'en vais questionner sur le plan politique. Pourquoi pas avant? Pourquoi maintenant? Et quelqu'un m'a donné un élément de réponse sur le plateau en disant mieux vaut tard que jamais. Déjà, félicitations au ministre Motazé qui a eu le courage. Il n'est pas le seul. La fonction publique a embrayé. Oui. Je salue cet aîné aussi, M. Lé, qui a eu le courage de commencer à prendre un certain nombre de sanctions. Mais il y a quelque chose qui me gêne. C'est que de plus en plus, le Cameroun ressemble à un environnement de très grandes annonces. On vous balance une grosse annonce qui vous fait rêver de quelque chose de beau. Ah voilà, il y a maintenant une justice. Et on sait que le peuple se nourrit de ce genre de choses. Et après, patatras, rien. C'est le vide. Rien ne suit. Je suis désolé, hein, mes aînés. Vous m'avez appelé, venir parler, je dois parler. Oui. Ok. J'avance sur mon avant-dernier point. Une chose qui peut justifier cet éveil, je reviens encore sur la digitalisation. La digitalisation du fichier et du reste fait en sorte que les failles qu'avait laissées le système, qui avait permis, parce que le système avait permis à ces mécanismes-là de grandir, de se multiplier, de produire même des monstres et des démons. Celui dont on aime bien prononcer le nom, pas parce qu'il est mon beau-frère, beau-frère parce que j'ai épousé une femme à l'ouest,
il ne pouvait pas le faire seul. Emmanuel, on le sait, même si j'aime pas les mises en cause personnelles. Mais j'aime pas tout le monde sait qu'en questionnant le mécanisme, il ne pouvait pas le faire seul. Même si vous le mettez comme locomotive, comme tête de proue et autres, tout, nous savons ce qui se passe. C'est pourquoi je regarde encore la caméra pour dire que vous et moi, vous saviez que ces mécanismes existaient depuis longtemps. Vous avez laissé faire. Il se passe tout simplement qu'aujourd'hui, la digitalisation resserre les taux. Et la digitalisation met en surface toutes ces failles. Oui. Pardonnez. Toutes ces failles. Et donc, du coup, il est difficile de se faufiler. Ce n'est pas parfait de se parfait, mais les failles, via la digitalisation, met en exergue les faiblesses aussi des bandits et des voleurs qui ont du mal des fraudeurs qui ont du mal à prospérer. Ne l'oubliez pas, même si le Cameroun vit une résilience inexplicable, ne m'empêche pas d'apporter la petite critique que je peux apporter. Vivement, tous ces différents ministres et ministères, vous aurez mon soutien, j'accompagnerai. Merci Thomas pour justement ce soutien déclaré à cette œuvre que sur le plateau tout le monde salue. Alors, Madame Ongono, la procédure voudrait qu'il y ait d'abord une vérification, mais le nombre de dossiers à vérifier fait peur. Connaissant les habitudes des Camerounais, on parle de 900 000 dossiers à vérifier. Et après, on va donc croiser les actes de naissance avec la base de données du BUNEC, qui elle-même parfois n'est pas très à jour. Est-ce que lorsqu'on interroge justement le modus operandi qui amène à ce que l'on puisse dénicher ces fraudeurs-là, vous pensez que en août, par là, les résultats pourront être atteints si l'on s'en tient aux montants qui sont avancés ici et là? On parle de 38 milliards siphonnés des caisses de l'État chaque année par ces fraudeurs-là. Ce que je voudrais dire, c'est que, comme l'a dit le grand frère, la fraude aux allocations familiales n'est pas une exclusivité camerounaise. Lorsque vous allez en France, la Caisse nationale des allocations familiales a détecté en 2024 une fraude de 29 000 foyers, 29 000 personnes qui touchaient indûment des allocations familiales. Et le cas le plus symptomatique, c'est il y a un monsieur et son fils qui avaient réussi à falsifier 28 cartes nationales d'identité. Incroyable. Et ils ont touché pendant des dizaines d'années des allocations comme ça. Donc, c'est pour dire, la digitalisation, oui, c'est peut-être une faiblesse ici au Cameroun. Est-ce qu'on va dire que c'est la même faiblesse en France? Je vais plus pencher pour le problème moral. Et vous allez voir qu'il y a un lien entre la mise en bouche et le sujet que nous traitons aujourd'hui. Oui. Et quand nous nous confortons à justifier, nos enfants nous regardent, que du fait de la pauvreté, on peut se permettre tellement de choses au point d'aller enseignant qui est l'autorité morale. Parce que quand j'imagine comment les élèves nous regardent, nous les enseignants, le regard avec beaucoup de respect qu'ils ont envers nous, c'est de mon avis, tel que nous l'avions appris dans notre formation, une valeur incommensurable. Il devrait être un miroir qu'on doit balader le long. Lorsque c'est vous nous dites c'est notre collègue, on prend ça comment? Il faudrait que nous fassions très attention. Et c'est ce type de discours. C'est ce type de discours qui conforte certaines personnes dans cette situation. Je prends le cas de... Vous avez un mec qui dit que c'est un médecin ou un policier? Mais malheureusement, c'est un enseignant. Malheureusement, il a aussi dénoncé un cas, ce n'était pas l'enseignant. Moi, je parle des faits. Moi, je ne suis pas dans les supputations. Lorsque les gens parlent, moi, je les écoute. Moi, ça m'embête beaucoup d'être coupé tout le temps. Lorsque nous venons sur le cas du Cameroun, qu'est-ce qui interpelle le ministre? Nous passons de 594 728 enfants déclarés jusqu'en 2024. De 2024 à 2026, il y a 330 000 enfants qui se sont ajoutés. Et le ministre a indiqué que il n'a jamais eu des audits d'une grande envergure.
dans ces secteurs, parce que c'est comment on dit, c'est deux ministères, le MINFOPRA et le MINFI. Et le cas Lebou est symptomatique de ce que il y a eu une espèce de réseau qui s'est installé au niveau de la fonction publique ou bien du MINFI lorsque les choses n'étaient pas encore digitalisées. Oui. Tous les fonctionnaires sont d'accord avec moi qu'il y a eu comme une réticence, il y a eu une bagarre sérieuse entre l'État et le personnel engagé dans la digitalisation parce que les gens voulaient qu'on continue à traiter avec les papiers. Donc c'est pour dire, quand moi je vais dans mon ministère, ce n'est pas le ministre que je rencontre, ce sont mes collègues enseignants. Vous comprenez? Ça veut dire que rester sur ce plateau et jeter l'anathème sur les dirigeants, ce serait faire fausse route parce que ce sont des petites mains. Ce sont les mains informelles qui contribuent à masquer ce genre de mauvaises pratiques. Au point où, lorsque cette fraude, ou bien cette masse qui représente 4% de la masse salariale, tombe sur la table, alors que nous sommes dans un système, dans un environnement mondial où il y a une forte pression du point de vue financier, c'est normal que l'État se réveille et dise, mais il faut bien qu'on regarde, et tomber sur quelqu'un qui a 83 enfants. Quelle que soit l'alchimie par laquelle vous pouvez passer, même les polygames, mon cher ami, je vais vous dire, je n'ai pas pu placer 2 enfants parce que c'était fastidieux, comme il le dit. J'ai dû le donner à leur père qui l'a fait. Parce que, et en aucun moment, il ne me traverse l'esprit. Parce que quand on dit que notre système, le BUNEC d'identification, ce n'est pas parce que je donne ma porte ouverte que vous devez venir voler chez moi. Parce que c'est le message que nous semblons passer. Ce n'est pas parce qu'il y a des failles que nous devons entrer dans les failles et être dans la fraude. C'est le cas avec l'assainissement du Seigneur. Vous ne demandez pas beaucoup Camerounais là. Je vous en prie. Je vous en prie. Dans le même pays, madame Bongono. Je vous dis, il y a une chose. Ce n'est pas parce que tout le monde vole, monsieur Stéphane Barga. On parle de système. Non, je parle de ça. On reconnaît un système. C'est le système. Je dis, ce n'est pas parce que tout le monde vole que vous devez également voler. La faute commune ne crée pas le droit. Non. Pourquoi est-ce que les autres ne le font pas? Je prends le cas de l'assainissement du fichier solde de l'État. Ceux qui étaient au Canada, qui étaient en Allemagne, qui continuaient à toucher de l'argent du Cameroun. Et c'est les mêmes qui vous disaient que le Cameroun va mal. C'était avec les complicités des responsables en interne. Il a fallu qu'il y ait le recensement, non plus seulement digital comme c'était avant, qu'il y ait des recensements physiques et multipliés pour que ces gens-là se retraitent. Il y avait quelqu'un qui s'assoit là-bas au Canada dans sa carte bancaire à sa maman ou bien à sa tante, qui devient fonctionnaire du jour au lendemain. Chaque jour, après 2 ans, elle revient renouveler. Il faut bien que l'État sévisse. Et comme l'a dit le responsable de la SOL, Dr Simo, je l'ai suivi hier à Saint-Des-Presse, la première chose à faire pour ce monsieur qui a 83 enfants, qui a touché sur une durée bien déterminée, vous comprenez que s'il est même demandé qu'il rembourse cet argent, il n'est pas possible. La première chose, c'est suspendre son salaire. Et c'est comme ça que ces mêmes qui vont se retrouver avec un ordre de recette vont envoyer les syndicalistes crier sur le plateau qu'on a coupé le salaire, mais il ne vous dira jamais pourquoi est-ce qu'on a coupé son salaire. Stéphane, s'il vous plaît, Stéphane, merci madame Mongolo. S'il vous plaît, Michel Gabriel, on va faire parler un ou deux Camerounais, on va revenir sur le plateau. Je comprends la soif qui est la vôtre de réagir. Prenons d'abord celle-ci. Bonsoir à tous. J'apprécie vraiment la thématique de ce jour. J'approuve que l'État devrait consolider et installer un processus bénéficiaire et équitable pour tous les citoyens en redynamisant les valeurs éthiques pour lutter contre toutes les fraudes. Merci pour la qualité de la contribution. Une autre tout de suite. Bonsoir Stéphane. La Banque mondiale avait attiré l'attention des autorités camerounaises sur la baisse drastique des salaires corrélativement avec l'augmentation de la corruption. C'est la diversion, puisque le Cameroun perd des milliers de milliards avec la nébuleuse autour des exportations de l'or. Merci à vous, monsieur Abo, pour
Bonsoir, Monsieur Mbaga, les perçoivent rien. C'est vrai aussi qu'il faut en parler. Bonsoir à vous en studio. Les lourdeurs et les lourdeurs du traitement administratif de l'État. Le MINFI est l'un des ministères où il y a beaucoup de corruption, les salaires fictifs, les primes sur salaires truqués, bref, des détournements de projets publics, etc. C'est le fiscaliste comptable Vincent Ateba depuis Van à Yaoundé. Merci, Monsieur Ateba. Bonsoir à tous. Nous respectons. Est-ce que ce ministre peut justifier... Voilà, bon, moi je ne vais pas entrer dans ce débat. Le ministre n'a rien à me justifier. Moi je ne suis pas enquêteur. D'ailleurs, le ministre sur la question même s'est exprimé. Il a précisé le cahier des charges qui est le sien par rapport à justement cette opération Alpha. On l'écoute 1 minute et on revient en plateau. D'accord. Comme vous le savez, le gouvernement s'est engagé depuis quelques années à faire de l'assainissement du fichier solde un vecteur important de maîtrise de la masse des salaires et des pensions. C'est dans ce sens que de nombreuses opérations ont été organisées par le ministère des Finances, le ministère de la Fonction publique et les ministères sectoriels visant à extirper du fichier solde les agents ayant abandonné leur poste de travail ou décédés, d'une part, et à supprimer les rubriques des salaires ou pensions servies indûment, d'autre part. Au rang de ces nombreuses activités, l'on peut rappeler l'opération de comptage physique du personnel de l'État organisée en 2018 qui, après la conduite de la phase contentieuse au Conseil permanent des disciplines de la fonction publique, continue de générer des économies budgétaires annuelles de plus de 30 milliards de francs CFA. L'on peut également évoquer l'opération de contrôle et de sécurisation du fichier des ayants droit et de la pension d'invalidité qui, depuis novembre 2021, génère des économies budgétaires de l'ordre de 12 milliards par an. D'autres opérations, dont l'audit de la majoration pour enfants servis aux retraités de la police et de l'armée, le recensement des décédés et plusieurs autres recensements sectoriels, notamment dans le secteur éducatif, continuent de générer des économies importantes. La plupart de ces opérations visaient la suppression du fichier solde des agents qui ne travaillent plus. L'objectif de l'opération Alpha, que nous avons la responsabilité de conduire, est donc d'extirper du fichier solde tous les enfants alignés frauduleusement, c'est-à-dire en l'absence d'un acte de naissance authentique, puis de recouvrer les sommes indûment payées au... Alors, Madame Abega, le ministre même est conscient, justement, qu'au-delà des enfants, il y a... On a arrêté toute une sous-direction pour l'enfermer parce que les gens se sont fait virer beaucoup d'argent. À travers le moment. C'était pourquoi? C'est parce que les gens recherchent les sources de survie, les raisons de survie. Il faut que ceux qui sont responsables dans les administrations apprennent aussi à partager avec les autres, au lieu de tout prendre parce que tu penses que c'est toi seul qui a les problèmes et tes collaborateurs n'en ont pas. Tout le monde a les problèmes, il faut redistribuer. Merci, Madame Abega. Michel Gabriel Chougem, question de redistribution sociale. On a l'impression qu'il y a 2 administrations, ou alors 2 services publics, ceux qui vont en mission 200 jours par an et ceux qui y vont presque jamais. Peut-être c'est à ce niveau-là aussi, dans le jeu des équilibres et du partage, de façon générale, qu'il faut commencer pour lutter contre ces phénomènes que le ministre Moutazer a décrié lui-même. Oui, mais tout le monde sait qu'il y a des faux ordres de mission et il faut lutter contre cela. Qui sont payés? Je dis bien qu'il y a des faux ordres de mission. Oui. S'ils sont payés, ça veut dire que donc ça c'est des détournements de fonds publics. Comme ils ne cessent de détourner depuis fort longtemps. À l'entente de cette émission, j'ai dit que ce phénomène, n'est-ce pas, que j'applaudis des 2 mains du ministre Moutazer, n'est-ce pas, aurait été encore beaucoup plus importante, beaucoup plus crédible, beaucoup plus pertinente si elle avait été prise des années plus tôt. Ça, c'est un vieux problème. Ça, c'est un mal qui a rongé l'administration camerounaise, qui a pourri. On parle de 38 milliards de fêtes par an. Vous savez ce que veut dire 1 milliard, Stéphane Baga? Ce n'est pas possible. Mais comment? Et tout à l'heure, n'est-ce pas, j'ai suivi ma soeur Bengono lorsqu'elle a, dans son propos, elle a parlé, n'est-ce pas, elle dit que, j'ai noté, la fraude n'est pas une exclusivité camerounaise. Ma soeur Bengono a dit ça. La fraude n'est pas une exclusivité camerounaise. Et la suite, c'est quoi? Vous comprenez? Oui. Qu'en France,
il y a eu la Caisse nationale des allocations familiales. Il faut compléter. Parce que vous ne pouvez pas hacher. Je suis en train de dire ceci. C'est comme la corruption. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse comme c'est une pandémie. Merci. Ce qui ne justifie pas la nôtre. Merci. J'aimerais que lorsque ça c'est la malhonnêteté intellectuelle, peut-être ça justifie aussi une pauvreté morale. Voilà, madame Mongono. Allez-y, Michel Gabriel. En tout cas, ne vous laissez pas distraire. Je ne suis pas venu sur ce plateau pour attaquer qui que ce soit. Oui. Moi, je n'attaque personne. Lorsque je veux prendre la parole, je prends l'intégrité. Je ne peux pas hacher devant vous. C'est pas sérieux. Il y a certains Camerounais qui Michel Gabriel, alors il y a certains Camerounais qui ont cette habitude, n'est-ce pas, pas seulement sur ce plateau, mais ailleurs, c'est-à-dire de pouvoir justifier un mal camerounais en disant que, comme ça, il faut redistribuer un peu. Merci Franklin. Thomas, qu'est-ce qu'on fait? Le ministre préconise qu'on va commencer par l'audit et après on va aller vers la suspension des allocations pour ceux qui seront pris la main dans le sac. Moi je dis c'est un signal politique fort. C'est un signal politique fort. Il faudrait saluer la décision. Mais je ne me laisserai pas berner par l'idée selon laquelle on a découvert. L'État ne découvre pas. C'est un vieux phénomène. Si l'État décide de ne plus tolérer, chapeau. Alors, allez dans des coudées franches, n'allez pas par le dos de la cuillère, et que la traque se poursuive, et que dans un délai très proche, que l'on puisse voir des fruits non pourris, mais des fruits qui permettront, n'est-ce pas, à la croissance de recevoir une bouffée d'oxygène meilleure. Merci Thomas. Madame Mongono, qu'est-ce qu'on fait puisque les Camerounais qui nous regardent connaissent justement ces méthodes-là? Madame Abega a parlé de Mbouma. C'est un nom qui a circulé dans certains milieux financiers au Cameroun avec toutes les répressions qu'il y a eu autour. Aujourd'hui, le ministre parle de l'opération Alpha. Ça veut dire qu'il y a une volonté gouvernementale, mais qui se heurte à une réalité. Peut-être la pauvreté que Mme Abega évoque. Lorsque Mme Abega a évoqué le Mboma, elle a dit que toute une direction avait été démantelée et interpellée, voire incarcérée. Ce qui, sauf si je me trompe, ce serait une litote de dire qu'il y a l'impunité. C'était une sanction. Et deuxième élément, ce que je voudrais dire, cette opération court pour 2 ans. Parce que les premières équipes descendent sur le terrain le 20 juin. Donc, on estimait, les ministres sectoriels estimaient qu'il y a une commission interministérielle. 2 ans, c'est pas long? Il faut qu'on commence bien quelque part. Tout à l'heure, vous parliez des dossiers qui sont fastidieux. On ne va pas aller également... C'est vous qui avez aussi mis en avant la digitalisation, Madame Begono. Quand vous parliez des 900 000 dossiers à éplucher, si on en voit ce qu'on a fait en France pour résoudre le problème, il y a eu, au-delà de la digitalisation, la confrontation des dossiers physiques et des dossiers digitalisés. Il y avait des descentes systématiques dans les foyers pour constater qu'effectivement les enfants déclarés étaient des enfants. Non, et que les enfants déclarés étaient les enfants déclarés. Ça veut dire quoi? La technologie ne peut pas remplacer l'homme. Surtout que ce sont les hommes qui utilisent cette même technologie. Ce que nous saluons déjà, c'est d'avoir pris les taureaux par les cornes. Oui. Parce que pour le cas, ceux qui sont à l'extérieur et peut-être en dehors des services publics et observent, quand on parle des emplois fictifs, peut-être ils voient ça comme une vue de l'esprit. Dans mon service, par exemple, il y a eu des cas. Et dites-vous que si ces cas prospéraient, c'est parce qu'il y avait des gens qui entretenaient, qui servaient de... Parfois, ils étaient plus informés que vous. Lorsque l'information arrive pour le recensement, ce sont eux qui vous informent qu'il y a recensement. Donc, ils étaient bien informés. Ils ont bien huilé. Ça fait qu'avec la multiplication des descentes, le comptage physique, on a réussi à juguler cette situation. Tout à l'heure, on disait la mise à disposition des fonctionnaires, de ceux qui sera récupéré. Par exemple, j'ai suivi le 4 juin dernier, le ministre de la fonction publique parlait du concours administratif qui ouvrait 2305 postes à pouvoir.
cet argent peut permettre le recrutement d'autres Camerounais qui sont à la quête de l'emploi. L'argent récupéré, qu'on ne paie plus à ces fonctionnaires fictifs ou bien à leur maman qui était restée au pays, dont la responsabilité est seulement d'aller renouveler la carte au niveau de la banque, avec un gestionnaire qui est aussi complice, parce que dites-vous que même pour faire la demande de la carte à la banque, il faut que vous soyez là en présentiel. C'est en présentiel que vous allez déposer. Moi, je le fais. On demande la photocopie de votre carte nationale d'identité. Vous le faites, vous signez, vous donnez votre banque de dossiers, le lieu de domiciliation de votre banque avant qu'on ne vous fournisse la carte bancaire. C'est ce que nous faisons tous les 2 ans. Donc c'est pour ce que je voudrais dire. Je voudrais encourager ceux qui seront envoyés sur le terrain de ne pas aller en... De résister, de ne pas aller avec l'esprit de ceux qui sont pauvres. Parce que s'ils vont aussi que... Parce qu'ils sont pauvres, ils vont encore recevoir de l'argent et ne vont pas faire ce pourquoi ils sont envoyés. Merci, Madame Parce que la pauvreté, je le continue à le dire, sauf si elle est morale, la pauvreté matérielle ne doit pas prendre le dessus sur la dignité qui est la nôtre. Bonsoir sur le plateau. La traque de fraudeurs ne doit pas se limiter sur les allocations familiales. Elle doit une fois de plus s'étendre sur l'authenticité des diplômes qui permettent de payer le personnel de l'État. Oui. Il y a eu le cas, par exemple, lorsqu'on a radié les gens au niveau de la gendarmerie, les mêmes se sont levés pour dire que non, comment on peut former les gens, on enlève 1000 personnes. Non, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Merci. Bonsoir à vous. Lorsque l'argent sera récupéré, celui-ci ira où? Bon, c'est le ministre des Finances qui va répondre. Bonsoir. Il faut simplement réduire le nombre autour 3 ou 4. C'est faux. 3 ou 4 enfants. 3 ou 4 enfants. Bonsoir à vous sur le plateau. Des annonces qui sont quasiment en suspens. Il y a ce remaniement ministériel annoncé. Il y a cette vice-présidence, Madame Abega, qui est supputée, alors que certains s'impatientent. Peut-on espérer, avec ce voyage présidentiel, qu'il y ait de l'activité dans les tout prochains jours? En fait, lorsque je lis souvent les communiqués du cabinet civil de la présidence. Oui. J'ai lu le dernier communiqué où le directeur du cabinet civil nous annonce aux Camerounais le voyage du chef de l'État. Il parle d'un court séjour privé en Europe. C'est la formule, oui. Mais l'Europe, c'est grand. Les Camerounais devraient savoir où est parti leur chef. Communiqué vague. Donc, ce communiqué ne détaille rien. On dit court séjour privé. Donc, le chef de l'État est la propriété de tous les Camerounais. La dossienne vie. C'est mon temps de parole, Stéphane. Allons-y, le chef de Madame l'État est la propriété de tous les Camerounais. Les déplacements du chef de l'État intéressent les Camerounais. Le chef de l'État a droit à un court séjour privé. Il a droit au repos, c'est son droit. Le chef de l'État peut prendre son séjour pour aller se soigner. Ça intéresse aussi les Camerounais parce que l'état physique du chef de l'État, l'état mental du chef de l'État appartiennent aux Camerounais qui payent ses services à travers les impôts. Donc ça nous intéresse de savoir que notre chef d'État se porte bien. Le chef de l'État peut aussi partir en voyage diplomatique pour aller négocier des choses pour notre Cameroun. Lorsqu'il se porte bien, la stabilité du Cameroun est rassurée, l'économie du Cameroun est rassurée, la sécurité du Cameroun est rassurée. Mais lorsque les communiqués sont vagues, ces communiqués entretiennent des rumeurs. Nous en avons plein sur les réseaux sociaux. Je vais penser à Mme Bongono qui dénonçait quelque chose sur un plateau dimanche de la semaine passée. Donc, quand les communiqués sont vagues, ça entretient les rumeurs. Mais aussi, il y a aussi un autre danger. Si on nous détaille chaque fois, parce qu'il y a des pays où on donne le bulletin annuel de l'état de santé du président, il y a des pays où c'est une loi ou bien c'est une commission. Est-ce qu'on vous a habitué à cela au Cameroun, Madame Abega? Justement, donc comme on ne nous a pas habitués à cela, les parlementaires peuvent proposer une loi pour que les Camerounais soient édifiés ou alors renseignés sur l'état de santé du président de la République, peut-être une fois par an, et sur les déplacements du président, l'objet, je veux dire l'objet des déplacements du président de la République. Mais tant que
le mutisme en question, le fait de rester muet, entretient d'autres courants de pensée. Et si on parlait aussi beaucoup, ça pourrait aussi faire revivre d'autres courants de pensée parce que ça pourrait aussi entraîner beaucoup de discussions, beaucoup de spéculations et beaucoup d'analyses. Merci, Madame Abega. Michel Gabriel Chougem, c'est le temps de l'analyse, justement, avec tout ce qui est autour du président de la République et de toutes les annonces qui ont été faites, notamment au sujet du remaniement ministériel, qui est une de ces annonces, grandes annonces à lui-même, au sujet de la vice-présidence. Est-ce que le président, qui n'est plus sorti du pays depuis un moment, c'était avant la présidentielle de 2025, qui quitte le pays pour une destination, on ne va pas dire inconnue, puisque ceux qui ont l'habitude des voyages présidentiels connaissent certaines de ces destinations préférées. Est-ce que vous pensez, lorsque vous analysez, que justement on peut s'attendre à ce qu'il y ait du mouvement dans l'air dans les prochains jours avec ce voyage du président? Mouvement dans l'air en l'absence du président Stéphane Bagara? Ouais, peut-être à son retour. Alors moi je voudrais dire que, vous savez, il y a, lors de son dernier discours à la nation, quoi, c'était le 31, c'était en février dernier. Alors, le président Biya a parlé, n'est-ce pas, a dit que non, c'était la fin d'année, en fin d'année. Oui. Il a dit que le prochain gouvernement, n'est-ce pas, sera mis sur pied dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Oui. Nous sommes déjà dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ça fait déjà des mois que cela dure. Alors, je voudrais, lorsqu'on voit, n'est-ce pas, tout à l'heure, on vient de parler d'un problème important, la corruption, avec les allocations familiales. Oui. Et la corruption, ce n'est pas seulement sous cet angle-là. Il y a la corruption à tous les niveaux. Il peut travailler et au retour maintenant, le gouvernement, les sociétés d'État ont annoncé les changements des directeurs qui ont déjà fait 15 ans, 20 ans, 30 ans. On peut avoir donc cela. Voilà la vue que moi je présente dans merci Franklin. Alors Thomas Mbega, un voyage présidentiel qui draine beaucoup d'espoir quant à ce que les choses bougent, dans le sens même que le président lui-même avait annoncé, le remaniement, le poste de vice-président. J'y ajoute toutes les défaillances sociales que Michel Gabriel présente sur le plateau. Le président est hors du pays, certainement pour travailler, et tout de suite après, faire des annonces fortes. Écoutez, déjà je souhaite au chef de l'État un agréable séjour, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Très réduit d'ailleurs, que ce soit selon le communiqué du cabinet civil. Un séjour fructueux, porteur, n'est-ce pas, d'espérance. Quand j'ai dit cela, je voudrais donner aux uns aux autres de comprendre que quand des gens s'asseyent pour faire une communication au niveau de la présidence, chaque mot, chaque virgule, chaque point son pesant d'or. Vaut son pesant d'or. Oui. Et je demande souvent que nous ayons un certain nombre de réserves dans notre foulée. Bon, elle est d'un bord politique, et c'est normal qu'en tant que membre de l'opposition, qu'elle fasse sa critique. Mais je dis encore tout simplement que je ne suis pas dans les politiques politiciennes, jusqu'à la preuve du contraire. Comme vous dites quoi, Thomas? Allons l'essentiel. Comme pour dire que les prérogatives du chef de l'État lui donnent de créer ce type de levier. Qu'on appelle cela séjour privé, n'allez pas prendre ça au premier degré, comme séjour privé. Mais est-ce que la communication était obligée de préciser privé? Mais c'est un déplacement du président de la République. Nous sommes en politique. Ça rentre dans la communication administrative. Nous sommes dans la politique, nous sommes dans la communication administrative, et chaque mot vaut son pesant d'or. Thomas, restons sur les éléments de langage et de la communication. Lorsque, justement, il y a un gouvernement qui a été annoncé par le chef de l'État, qui n'est pas sur pied, il y a un vice-premier ministre, un vice-président dont la compétence de nomination est désormais propriété du président de la République, et qu'il n'y a pas justement cette attente comblée là, et que la communication nous dise que c'est un voyage privé qui pourrait supposer que le président aille se reposer. Peut-être c'est à ce niveau que Michel Gabriel Chougem s'interroge sur l'opportunité ou alors le constituant de ce voyage. Je vais retrouver mon fil en vous donnant d'intégrer. Sûr
qu'elles vont atteindre 60 ans. C'est le débat, Madame Mongono. Non, je voulais faire dans le hors sujet. Je voulais faire dans le hors sujet aussi. Oui. Vous me permettez d'être aussi hors sujet. D'accord, je vais finir sur le sujet pour dire ceci. Le président a eu le mandat des Camerounais. Il y a des gens sur ce plateau qui ont présenté des candidats. Bon, il y en a dont les candidats ne sont pas allés aux élections à cause de leurs errements. Mais les Camerounais ont opéré un choix. Ils ont voté un président. Un président qui a tous les leviers et la souveraineté de l'action qui lui revient. Tout à l'heure, nous venons de discuter, nous discutions sur des activités gouvernementales, bien que le président soit parti. Ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas un gouvernement, le Cameroun s'est arrêté. Monsieur, je voudrais l'appeler par son nom. Franck Sambou.